Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette inauguration de la gare mezzanine de Nantes que j'ai le plaisir d'animer. Cet événement prend une forme inédite dans le contexte que nous connaissons et nous avons tous dû faire preuve de capacité d'adaptation et les initiateurs de cette rencontre vous en remercient. À l'invitation de SNCF Gare et Connexion et de ses partenaires, les acteurs de ce projet sont aujourd'hui ici réunis pour mettre en lumière ce magnifique édifice structurant pour tout le territoire, la gare mezzanine de Nantes. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau virtuel, alors Rudy Ricciotti n'est pas parmi nous aujourd'hui et il s'en excuse, mais il se rendra disponible à travers finalement une petite vidéo qu'il a faite pour nous hier. Nous avons également le plaisir d'accueillir Franck Becherel. Franck Becherel qui est directeur général en charge de la construction pour l'entreprise de Mathieu Barre. Bonjour Franck Becherel. Marlène Dolvec, directrice générale SNCF Gare et Connexion. Bonjour Marlène Dolvec. Bonjour à toutes et à tous. Enchanté. Johanna Roland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, qui devrait arriver dans quelques instants. Nous avons le logo de Nantes Métropole, mais la maire présidente n'est pas encore arrivée. Elle ne devrait pas tarder, mais nous sommes à l'heure. Elle va nous rejoindre tout de suite. Philippe Grosvalet, président du département de Loire-Atlantique. Bonjour Monsieur Grosvalet. Et Christelle Morancet, présidente du Conseil régional de la Loire. Bonjour à tous. Madame Morancet. Et enfin, Didier Martin, préfet de la région Pays de la Loire et préfet de la Loire-Atlantique. Alors, est-ce qu'on entend bien tout le monde? Ok. Johanna Roland nous rejoint à l'instant. Bonjour Madame la maire présidente, enchantée. Et bienvenue sur ce plateau virtuel et ces conditions un petit peu exceptionnelles que j'évoquais à l'instant, qui nous amènent à faire preuve de capacité d'adaptation que ce projet a aussi pu voir mettre en œuvre, notamment parmi ces acteurs que vous représentez aujourd'hui. Alors, pour vous préciser comment les choses vont se passer, notamment au geste, cette inauguration se déroulera en 3 temps. Un premier temps de 40 minutes au cours desquels les acteurs ici réunis partageront leur vie sur ce magnifique projet partenarial, puis un temps de questions-réponses de 25 minutes avec la presse. Les journalistes pourront relayer leurs questions au fur et à mesure des interventions dans le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Je les invite à préciser leur nom, leurs médias, ainsi que la personne à qui cette question est destinée, et j'en assurerai le relais à la toute fin de cette conférence. Et juste ensuite, aux environs de 16h15, pour les demandes d'interview en direct des journalistes, vous pourrez prendre directement contact auprès des attachés de presse dont les numéros de portable figurent sur l'invitation presse qui vous est remise. Oui. Alors, c'est une évidence, nous aurions tous aimé découvrir ce magnifique bâtiment, vrai, si je puis dire, tout autant que Rudy Ricciotti, son architecte, qui, je le rappelle, n'a pas pu nous rejoindre. Alors, je vous propose d'écouter son témoignage à travers la vidéo qu'il a réalisée hier à l'aide d'un smartphone. Alors, son talent et son imagination, le reste. Rudy Ricciotti. Tous, je suis désolé, on ne peut pas venir, c'est comme ça. Pour un lieu de territoire, de transfert, de liberté, la SNCF, qui est quand même dans l'histoire de la circulation et du partage et de la liberté démocratique, est l'outil majeur. C'est quand même incroyable de parler à distance en pouvant venir voir la gare. Donc cette gare TGV s'implante dans un site exceptionnel, un site formidable. Et tous les gens qui ont contribué à ce projet sont exceptionnels. Je pense surtout à Mathieu Barre qui a travaillé à un site occupé, ce qui est une vraie performance, avec 0 accident de chantier. Il faut le dire, parce qu'il y a des hommes aussi sur un chantier. Donc c'est un voyage aérien, ce qui est assez rare dans une gare TGV.
en France, tout au moins, et même en Europe. Et alors que je disais défendre un caractère provincial de cette gare, pour en finir en mythologie internationale, c'est en réalité ce voyage aérien qui en fait une expérience internationale. C'est peu commun. Et cette circulation dans cette rue très large, cette nouvelle rue de Cité, la nouvelle rue de Nantes, que j'ai voulu plus large que ce que le programme demandait, dans le budget convenu, cette rue est un voyage sur un paysage à 360 degrés. On voit, on comprend Nantes différemment, ce qui est pas commun. Et puis il y a aussi cette narration, celle de la présence, finalement si proche alors qu'on ne la voit pas, du Jardin des Plantes, ce Jardin des Plantes magnifique qui a nourri l'imaginaire de ce projet. Il a nourri par des structures arborescentes qu'on peut voir, des structures arborescentes qui nourrissent la toiture, qui portent la toiture et qui s'enracinent et qui descendent dans le sol jusque sur les quais avec des piles chardelles arachnéennes. Donc il y a une matérialité, cette matérialité, cette physicalité n'a pas pour objet de fabriquer du pouvoir, elle a juste pour objet de fabriquer un récit partagé. Et lorsque j'ai dessiné cette gare, j'ai pensé immédiatement aux enfants. Aux enfants, voir les trains dessus, c'est extraordinaire pour les enfants, je trouve. C'est la même ambition onirique que celle de voir les avions dans les aéroports, à l'époque où c'était autorisé. Donc c'est un peu une gare du 19e siècle réinventée, celle de l'onirisme du voyage. Que dire de plus? Encore une fois, merci à la confiance de la maire de Nantes, de la présidente du conseil régional, aussi de la SNCF. De mon côté, j'ai fait ce que j'ai pu, et plus que ça, voilà, merci. Des structures arborescentes, des piles charnelles, arachnéennes, un voyage onirique. Le langage toujours imagé de Rudy Ricciotti est effectivement une mission au voyage en quelque sorte. Franck Becherel, vous êtes directeur de la construction chez De Mathieu Bar. Votre entreprise a coordonné le groupe qui a construit cette mezzanine gare de très très haute technicité, on y revient. Car avant de vous donner la parole, je vous propose un petit retour en images et en accéléré sur ce chantier de 3 ans que vous avez piloté.
Alors, nous avons l'impression, en regardant cette vidéo, que les choses ont été presque simples, fluides. En réalité, ce chantier qui a duré 3 ans a nécessité beaucoup de technicité pour donner vie au projet de Rudy Ricciotti, projet architectural. Comment, Monsieur Becherel, comment êtes-vous parvenu à construire ce bâtiment exceptionnel, hein, on peut le dire, dans une gare en exploitation ou, pour paraphraser Rudy Ricciotti, en site occupé? Franck Becherel. Rebonjour à tous et à tous. Merci de nous donner la parole. Je répondrai volontiers à votre question en citant un célèbre Nantais, Jules Verne, qui disait « Avec de l'ordre, du zèle, du courage, il n'est pas de situation, si périlleuse soit-elle, dont on puisse se tirer. » Voilà. Donc, sur un plan plus professionnel, effectivement, la gare de Nantes est un bâtiment hors norme que nous sommes très fiers et heureux d'inaugurer avec vous aujourd'hui, même si, comme vous tous, j'imagine, nous aurions préféré être réunis sur cette mezzanine de 4 mm2, et en particulier avec nos compagnons. Ce nouveau pôle d'échange multimodal contribue au redimensionnement de la métropole de Nantes, incontestablement. Et pour de Mathieu Huard et ses équipes, il aurait été un projet emblématique. Un chantier à haute technicité, comme les images l'ont montré, que nous avons mené depuis l'attribution du marché en conception-construction en 2015, aux côtés de Rudy Ricciotti et sous la maîtrise d'œuvre de la maîtrise d'ouvrage de la SNCF. Comme vous le savez certainement, l'ouvrage est construit sur des bâtiments existants. Ce chantier donc complexe et exigeant nous a permis d'exprimer tous nos savoir-faire, nos expertises. Il a mobilisé nos équipes d'infrastructure génie civil, mais également notre filiale locale André BTP, sans oublier bien sûr notre société de matériel SMDB. C'est donc ensemble que nous avons pu relever ces défis techniques et, comme vous l'avez dit, faire preuve d'agilité pour répondre au mieux aux demandes et contraintes de notre protection et des cofinanceurs du projet. Alors, en tout cas, je n'ai pas la confirmation. Il semble que Franck Becherel ne marche pas pour Franck Becherel. C'est bien cela. Peut-on me préciser? Ça fonctionne parce que je n'ai pas entendu Franck Becherel, je n'ai pas eu le retour. Franck Becherel, donc je vous pose la deuxième question, puisque je n'ai pas entendu votre première réponse et j'en suis bien désolé, mais bon, nous avançons. Vous avez parlé d'un chantier complet sur le plan technique, mais une construction, ce sont aussi des collaborations avec des entreprises et une dimension humaine à laquelle vous êtes très attaché chez De Mathieu Bar. C'est bien cela? Effectivement, chez De Mathieu Bar, nous avons la volonté de répondre à des problématiques, mais de travailler avant tout en équipe. Et la relation de confiance avec nos clients sur ce projet comme sur d'autres est au cœur de nos préoccupations. Alors bien entendu, vous l'avez cité, il y a eu la collaboration avec l'équipe du brillantissime Rudy Ricciotti, mais également avec le cabinet d'architectes associé Formacis, avec nos sous-traitants et co-traitants, je cite en particulier le bureau d'études en technique BERIM, mais également le bureau d'études techniques structure LAMO. Et c'est donc ensemble que nous avons trouvé des solutions et mobilisé des moyens très importants, comme vous avez pu le voir, pour concilier d'un côté respect du geste architectural et défis techniques de l'ouvrage. Et le plus important, comme l'a dit Rudy, c'est la dimension humaine de ce projet. Ce sont des femmes et des hommes, avant tout. Et de ce point de vue-là, je veux souligner l'engagement de nos équipes qui, pendant ces 5 années, ont travaillé près de 500 nuits pour permettre la circulation des trains en continu. La volonté, la nôtre, partagée avec vous, je pense, était d'impacter le moins possible la ville et la vie des Nantais. Et je pense que nous y sommes parvenus et c'est pour nous également une grande source de fierté. Oui. Un travail de nuit notamment, hein, 500 nuits, c'est bien cela, hein, pour minimiser l'impact sur les Nantais. Donc ça suppose effectivement une capacité à gérer ce type de projet en site occupé. Donc votre groupe en est spécialiste. Alors le groupe de Mathieu Bar est basé à Metz, hein, dans le Grand Est, mais finalement aussi très implanté en Loire-Atlantique. Qu'est-ce qui explique cela, votre implantation régionale?
Franck Becherel? Alors, je dirais que nous sommes effectivement un acteur des territoires. C'est notre ancrage historique se situe à Metz, vous l'avez dit, mais nous sommes un acteur des territoires et territoire nantais dans le cas présent avec notre filiale André BTP, un acteur historique de la région. Et dans le cadre de ce chantier, de ce projet de la gare de Nantes, nous avons eu à cœur, du début jusqu'au terme de ce projet, de participer de façon très active à la vie du territoire. Cela s'est traduit de différentes façons. La première d'entre elles a été la mobilisation de tout un réseau de sous-traitants, une centaine, qu'ils soient de premier ou second rang, dont une grande partie d'acteurs locaux. C'était très important pour nous. Ouais. Et cela aussi s'est concrétisé, et c'était un de nos engagements, par l'insertion professionnelle. Sur ce chantier, nous avons réalisé plus de 11 000 heures en travail d'insertion à destination des personnes éloignées du marché de l'emploi. Et enfin, et cela constitue également un engagement fort de notre groupement, la performance environnementale. Le projet du pôle multimodal de Nantes s'est inscrit dans une certification HQE, comme vous le savez, avec des critères de performance très élevés. Les cibles étaient importantes. Nous avons concrétisé entre autres par des choix sur les matériaux de construction, la réduction des nuisances, quel que soit leur type, et enfin le traitement des déchets. Et à cet égard, donc, je voudrais illustrer un engagement pris et concrétisé, qui a été le recyclage de près de 5300 tonnes de déchets issus du chantier, représentant près de 96% de l'ensemble des matériaux et déchets générés par l'opération. Voilà en quelques mots notre contribution à ce beau projet et notre grande fierté d'y avoir été associé du début jusqu'à la fin. Merci encore à tous ceux et celles qui nous ont fait confiance pour cette belle réalisation. Je vous remercie Franck Becherel. Donc demain vendredi 20 novembre, la gare mezzanine s'ouvrira au grand public. Fréquentée chaque année par 12 millions de voyageurs, en tout cas ce sont les chiffres 2018, la gare n'était plus du tout en capacité d'accueillir le public dans des conditions de confort et de capacité optimale pour un équipement autant attendu. Au-delà de cet enjeu capacitaire, ce sont également des enjeux d'urbanisme et d'intermodalité qui sous-tendent cet investissement global de 132 millions d'euros mobilisé par tous les partenaires ici réunis. Cette enveloppe inclut le réaménagement des parvis nord et des parvis sud, ainsi que le pôle d'échange multimodal qui se trouve au sud, et enfin le projet de gare mezzanine qui a vu le jour, bien entendu, ce cœur de gare qui mobilise à elle seule 58 millions d'euros. Alors, sans plus tarder, je vous propose que nous découvrions ce magnifique projet, cette magnifique gare, et que, de façon symbolique, nous coupions le ruban. Alors, cela ne va pas s'entendre. Je vous propose que nous applaudissions ce magnifique projet. Je le fais. Je pense que tout le monde peut le faire. En tout cas, moi, je vous invite à
effectivement à célébrer d'une certaine façon chez vous cette magnifique gare de Nantes. Marlène Dolvec, je rappelle que vous êtes directrice de SNCF Gare et Connexion, maître d'ouvrage de ce projet partenarial. Quand vous voyez ces images, que ressentez-vous? Je ressens, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage dans l'image. Oui, mais alors je pense que le public, lui, ne l'a pas. À mon avis, c'est votre retour qui a ce petit décalage, mais ne vous en faites pas. Le public doit voir cette image, cette vidéo de façon assez fluide. Je vous en prie. Très bien. Parce que ce que je ressens, c'est évidemment beaucoup de joie et de fierté. Alors évidemment, avec un léger regret que cette inauguration ne puisse pas se faire à Nantes. J'aurais tant aimé être avec vous aujourd'hui, mais c'est le contexte. Je suis admirative de cet édifice remarquable qui est à Nantes aujourd'hui après ces quelques 3 années de travaux, avec un équipement qui va faciliter à la fois la vie des Nantais et des passagers. C'était une rénovation nécessaire pour les 12 millions de voyageurs qui fréquentent la gare aujourd'hui et pour les 25 millions de voyageurs qui sont attendus à l'horizon de 2030. Alors, justement, Marlène Dolvec, comment expliquer cette croissance de la fréquentation? 12 millions par le passé et aujourd'hui 25 millions projetés en 2030. Comment expliquer cela? Déjà, on a de grandes ambitions pour le train, qui est un moyen de transport d'avenir, en étant le moyen de transport le plus décarboné. Donc, de vraies ambitions également pour l'intermodalité. Mais surtout, Nantes est une ville très attractive. C'est une ville au cœur des Pays de la Loire, dont la démographie augmente, qui est une des gares préférées par les Parisiens lorsqu'ils vont en province, une ville qui a énormément de prix de bien-être. Donc on a tous les indicateurs qui font que on imagine une augmentation de la fréquentation de cette gare dans les années à venir, que ce soit, comme je le disais, de par la mobilité professionnelle, par l'intérêt de la ville et par le fait que le train devienne dans l'avenir un moyen de transport de plus en plus utilisé par nos clients, par nos voyageurs. Oui, alors nous savons aujourd'hui à quel point l'intermodalité, les enjeux d'intermodalité sont excessivement importants pour faciliter le déplacement des voyageurs sur tout un territoire. Et c'était l'un de vos objectifs majeurs, Marlène Dolvec, pour cette gare devenue inadaptée à ces questions d'intermodalité. C'est bien cela? Oui, alors on a évidemment plusieurs objectifs. Donc, comme vous le dites, clairement l'intermodalité. L'intermodalité, c'est le trait d'union entre deux voyages. Et Nantes est au cœur de ces traits d'union entre beaucoup de régions qui convergent vers Nantes. On a évidemment un second objectif au-delà de l'intermodalité, c'est d'être au service des voyageurs avec une gare accessible, une gare confortable. On aime bien dire chez SNCF Gare et Connexion qu'on souhaite des gares pratiques, efficaces, modernes et remarquables. Et Nantes est un exemple, certainement le plus bel exemple aujourd'hui de ce qu'on est en capacité de faire. On souhaite aussi être au service de nos voyageurs par l'expertise dans la construction des gares, et c'est ce qu'on a su faire, notamment par le fait qu'il n'y ait pas d'interruption de trafic avec l'entreprise de Mathieu que je remercie sincèrement. Et la qualité de l'édifice, qui est également au service de nos voyageurs, avec demain de l'information en temps réel et une présence de commerce accentuée, 16 commerces en gare dans la gare de Nantes, avec d'ailleurs des locaux. Je crois qu'il y aura Brison Traiteur dans la gare et aussi le chocolatier Vincent Guerlet, donc de bonnes nouvelles pour cette gare-là. Le troisième objectif, c'est l'environnement, d'être dans une gare qui respecte les stratégies environnementales, puisque là aussi c'est au cœur des ambitions de SNCF Gare et Connexion, notamment par le fait que le train soit un transport de masse moins polluant. Et enfin, le quatrième objectif, c'est d'offrir cet édifice remarquable, déjà par l'œuvre de l'architecte qui vient de nous le présenter, par le choix du béton et du verre,
pour la gare mezzanine qui permet de ce fait d'être un édifice de lumière, par les piliers qui représentent ces arbres centenaires, par cette promenade qui est la promenade entre hier et demain, entre ce jardin des plantes, le Vieux-Nantes et les quartiers sud, et puis le confort pour les voyageurs, notamment avec ces espaces d'attente qui sont de grande qualité. Je pense aussi au mobilier qui est élégant et connecté, aux écrans géants, à la signalétique qui est lisible, aux ascenseurs qui donnent accès à la mezzanine depuis les halls nord et sud, aux quais qui sont desservis par des ascenseurs, en plus des escalators et des escaliers, et comme je le disais tout à l'heure, au commerce. Mais j'ai envie aussi de parler du restaurant, d'une brasserie qu'on imagine comme un lieu de culture et qui devrait ouvrir au milieu de l'année 2021. La qualité du lieu est remarquable, c'est donc un édifice remarquable avec ses 10 000 tonnes de mezzanine, 18 mètres de hauteur, 160 mètres de long, 25 mètres de large, 1000 mètres carrés de béton, 18 piliers en forme d'arbre et 55 poutres pour soutenir la dalle. Donc c'est réellement remarquable. Merci Marlène Dolvec pour ces chiffres spectaculaires. Alors, des gares, vous en réaménagez beaucoup en France, hein, c'est au cœur de votre stratégie et c'est un besoin dans beaucoup de villes françaises, mais qu'est-ce qui peut distinguer cette gare de Nantes et pourquoi vous considérez, à vous entendre et à vous lire également, que c'est une sacrée belle réussite? C'est une réussite, moi j'ai envie de dire. Alors, mes origines, moi, elles sont toulousaines. Alors c'est peut-être, j'avais à cœur d'être dans le collectif, dans le rugby. Hein, c'est l'équipe qui fait que ça réussit. C'est l'équipe entre SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion, mais surtout les élus, les partenaires, les collectivités territoriales, les prestataires, les transporteurs, que ce soit TER, Voyage, Intercité ou Ouigo. Tout le monde a largement collaboré dans la réalisation de cette gare et je crois que c'est le fruit d'une réussite tout simplement collective. Et d'ailleurs, j'ai vraiment très envie de remercier l'ensemble des partenaires. Alors bien sûr des équipes SNCF, mais des partenaires, la région Pays de la Loire, l'État, Nantes Métropole, le département de Loire-Atlantique, les fonds européens, et je le redis encore une fois, nos équipes. Donc de cette victoire collective est née une prouesse technique et une promesse d'avenir pour toute la collectivité. Bravo à toutes et à tous. Merci Marlène Dolvec. Alors passons du rugby toulousain au football nantais, cette force collective. Johanna Roland, une inauguration, c'est habituellement un moment festif, rassembleur, et peut-être, je ne sais pas, y a-t-il une pointe de frustration chez vous aujourd'hui? En tant que maire de Nantes et président de Nantes Métropole, j'imagine que cette inauguration est un moment très très important pour vous, mais aussi pour tous les Nantais et les Nantaises. Et à chacun, oui, bien sûr, cette journée est particulière. Bien sûr, cette ouverture est très importante. Et c'est vrai qu'on aurait tant aimé que ce temps soit un temps de partage avec les Nantaises et les Nantais, une sorte de grande fête populaire à l'intérieur de la gare et sur les espaces publics. Mais je crois que cette ouverture de la nouvelle gare, c'est d'abord un signe positif. Et je le dis parce que dans un contexte difficile, dans un contexte morose, dans un contexte où les élus qui, comme nous, les uns et les autres, sont sur le terrain, entendent cette forme d'anxiété dans la population et le besoin de jours meilleurs, le besoin de positif, le besoin de lumière. Eh bien, je crois que le moment qui nous réunit aujourd'hui en est un. Oui, ce territoire va de l'avant, oui, ce territoire continue à aller de l'avant, oui, ce territoire est capable de mener des beaux projets parce qu'il le sait le faire collectivement. Et là, on a vraiment un très beau projet. J'en veux pour preuve 3 illustrations. D'abord, cette mezzanine assez magnifique, signée Rudy Ricciotti, avec une singularité et une originalité, cela a été dit, qu'on ne voit pas dans d'autres gares de notre pays. Cette sortie sud avec le jardin des plantes et donc cette invitation à découvrir pour le voyageur une ville qui
s'ouvre sur la nature, et puis côté nord, cette invitation à découvrir l'eau. Donc il y a vraiment cette notion de gare comme un point d'articulation. Je me rappelle parfaitement le jury au cours duquel nous avons choisi ce projet. Et je voudrais, à ce stade de mon propos, remercier vraiment très chaleureusement les équipes, parce que vous savez, quand on est élu, ça peut arriver qu'entre le projet qu'on choisit dans un jury et la concrétisation, la matérialisation, il peut y avoir un décalage. Là, vraiment, je le dis, entre l'image de la gare qui nous avait été proposée, le choix que nous avons fait collectivement de retenir ce projet et la réalisation concrète, eh bien, nous y sommes. Il n'y a pas de décalage, c'est la gare que nous avions souhaitée, c'est celle qui est en train de se réaliser. Alors, c'est une gare pour les voyageurs. Quand je dis les voyageurs, c'est évidemment son département, sa région, parfois pour la première fois, qui viennent découvrir Nantes, capitale européenne de l'innovation, qui viennent découvrir Nantes, ville aux 101 jardins. Et puis, c'est une gare pour les voyageurs du quotidien, avec des éléments en termes de sécurité, en termes de quotidienneté, qui sont là tout simplement, mais c'est ô combien important pour faciliter la vie de ces voyageurs du quotidien. Et puis, c'est évidemment une gare de la multimodalité. On est là dans une gare du XXIe siècle, dans une ville qui veut construire les modes de faire, les modes d'avancer, les modes de se déplacer de demain. Et cette gare en est évidemment un maillon extrêmement important. C'est aussi un trait d'union entre le passé et l'avenir qui projette Nantes dans une nouvelle dimension, Johanna Roland. Trait d'union non seulement entre le passé et l'avenir, avec cette gare du XXIe siècle, cet objectif de doubler la capacité de voyageurs, mais c'est aussi un trait d'union dans le paysage nantais. C'est rare une gare qui est un élément du paysage urbain. Eh bien, cette gare, notre gare, elle l'est. Un trait d'union à la fois entre le quartier Prégaucher, Malakoff et le cœur historique de Nantes, mais un trait d'union aussi avec cette sortie nord, notamment vers le Jardin des Plantes, qui est le début de la première branche de ce qu'on appelle l'étoile verte nantaise, étoile verte qui continue avec le miroir d'eau, et puis demain la place de la Petite Hollande, le quai de la Fosse et jusqu'au jardin extraordinaire. Donc cette gare, elle rentre de plein pied dans le quotidien des Nantais, et pour avoir eu l'occasion de la découvrir sur place physiquement hier, j'ai été très frappée en entendant les propos de Rudy Ricciotti tout à l'heure quand il a dit « J'ai conçu cette gare en pensant aux enfants qui vont à un moment donné avoir un temps de rêverie, un temps d'observation des trains qui sont juste en dessous. » Eh bien, je voudrais lui dire que ce stratagème a fonctionné à merveille, parce qu'effectivement, quand on découvre la mezzanine, non seulement on découvre des vues de Nantes qui, même quand on connaît très bien la ville, sont parfois insoupçonnées parce qu'on a peu l'occasion de les voir de là. Et effectivement, on s'arrête un instant à observer ce ballet des trains qui est alors à nos pieds. De ce point de vue, la promesse de la gare a vraiment, je trouve, atteint les objectifs qu'on avait fixés collectivement. Oui, parce que vous citez Rudy Ricciotti et son onirisme, sa vision toute particulière sur vous avez cité la question des enfants notamment, mais tous les autres acteurs de ce projet se sont aussi mobilisés pour finalement une réussite collective. Qu'avez-vous envie de leur dire aujourd'hui ? Tout simplement remercier très sincèrement tous les acteurs de ce projet. Celles et ceux qui ont suivi ce projet depuis le début savent que ce n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Ce ne serait pas vrai de dire ça. Dans un grand projet, il y a toujours des questions, il y a toujours des discussions. La force d'un projet, c'est non pas que tout le monde soit d'accord sur tout le temps, c'est justement d'être capable d'accepter qu'il puisse y avoir des points de vue nuancés, de les dépasser, d'acter les compromis nécessaires pour jamais perdre le sens du projet. Et c'est cette démonstration-là que nous avons fait ensemble sur le territoire. L'État, la région, le département, la ville, la métropole, la SNCF, Gares et Connexions. Et au-delà des institutions en tant que telles, moi je voudrais tout simplement remercier les hommes et les femmes, celles et ceux qui très concrètement sur le terrain ont travaillé, ont mis de l'engagement, ont mis du professionnalisme pour faire que cette gare, elle soit vraiment d'abord au service des habitants. Vous avez relevé ce pari, je crois vraiment qu'on peut vous en féliciter. Merci Johanna Roland. Philippe Grosvalet, vous êtes président du département de Loire-Atlantique.
Vous dites que la gare de Nantes est la porte d'entrée vers tout un territoire. Alors vous qui résidez à Saint-Nazaire, je crois, qui faites souvent le déplacement jusqu'à Nantes, vous êtes bien placé de savoir. Vous allez pouvoir apprécier ce changement, non? Alors, je crois que votre micro n'est pas activé. Si vous pouvez l'activer pour que nous puissions vous entendre. Nous avons l'image mais pas le son. Nous nous adaptons. Alors, ça va être sur l'ordinateur. Peut-il y avoir une petite assistance technique parce que là, nous ne vous entendons pas. Toujours pas, il me semble, non? Alors. Ok, je vous propose que vous régliez peut-être ce petit problème de son. Et Didier Martin, donc nous avons évoqué beaucoup de choses jusqu'à présent et anticipons. Vous êtes préfet de la région Pays de la Loire et préfet de la Loire-Atlantique. L'État s'est mobilisé fortement pour financer ce projet stratégique pour tout le territoire dans un contexte de crise sanitaire que nous connaissons et qui a permis, manifestement, cette mobilisation a permis toutefois à cette gare d'être livrée dans des conditions optimales, mais qui n'étaient pas évidentes au départ. Vous y êtes parvenu. Comment? Oui, je souhaite à mon tour, au nom de l'État, saluer la mobilisation extraordinaire de l'ensemble des protagonistes, des acteurs de ce très beau projet. SNCF, bien sûr, collectivités locales, architectes, entreprises, sous-traitants, qui se sont mobilisés, notamment pour la phase chantier qui a duré 3 ans. Et vous l'avez dit, un chantier qui a été perturbé par la crise sanitaire depuis le début de l'année 2020. Mais pour autant, cet équipement, il est livré aujourd'hui, presque dans les délais initialement prévus. Ça veut dire que sur ce dossier comme sur d'autres, on a réussi à conjuguer ces derniers mois protection de la santé des Français et notamment de ceux qui travaillaient sur ce chantier exemplaire et puis maintien de la vie économique, maintien des chantiers de manière à poursuivre la réalisation des grands investissements. Donc de ce point de vue-là, cette mobilisation a été exemplaire pendant ces 3 dernières années et notamment pendant la crise Covid. C'était important pour l'État que ce chantier puisse se poursuivre, puisque cette opération présentait de nombreux enjeux aux yeux de l'État, des enjeux qui méritaient que l'État puisse accompagner la SNCF et les collectivités locales dans leur effort d'investissement. Ces enjeux, c'était d'abord de préparer l'avenir, puisqu'il s'agissait, à travers cet équipement, de préparer l'arrivée de nombreux usagers supplémentaires de la gare de Nantes, puisque la gare commençait à arriver à saturation. Et donc, c'est l'investissement dont il est question aujourd'hui permet de préparer l'avenir et d'accueillir dans les meilleures conditions des millions de passagers, des millions d'usagers supplémentaires. Deuxième enjeu que revêtait cet investissement pour l'État, c'était l'amélioration de son accessibilité avec la double signification du mot accessibilité, l'accessibilité à nos concitoyens qui sont en situation de handicap, avec une notable amélioration des conditions d'accueil des personnes à mobilité réduite, et puis amélioration de l'accessibilité en ce sens que cette nouvelle gare de Nantes sera mieux connectée à l'ensemble des autres modes de transport. C'est une priorité de l'État, notamment exprimée à l'occasion de la loi sur les mobilités de 2019, que de favoriser l'interconnexion entre les différents modes de transport. Et cette nouvelle gare de Nantes va évidemment y contribuer. Et puis, troisième enjeu pour l'État, c'était d'accompagner la métropole nantaise dans sa réorganisation urbaine, reconstruire la ville sur la ville, mais en même temps, mieux assurer les coutures, les connexions entre les différents quartiers. Et c'était également un des enjeux qui était poursuivi à travers cette opération. Oui,
Capacité, accessibilité, renforcement du cœur métropolitain. Donc on mesure à quel point ce projet est important pour la métropole nantaise. Mais au-delà, la construction de cette gare mezzanine se situe dans une stratégie de modernisation qui est à la fois plus ancienne et plus large et qui concerne l'ensemble des équipements ferroviaires régionaux. Celle-ci a d'ailleurs mobilisé d'importants investissements par l'État. Pouvez-vous nous en parler? On parle de 120 millions d'euros sur ces dernières années, c'est bien cela? Effectivement, le réaménagement de la gare de Nantes, c'est comme dans un puzzle, c'est une pièce extrêmement importante, mais qui trouve son sens également avec les autres chantiers ferroviaires qui sont actuellement engagés dans la région et au-delà. Vous le disiez, plus de 100 millions d'euros engagés par l'État, aux côtés des autres partenaires, évidemment, que sont la SNCF et les collectivités locales. Des investissements très lourds qui permettent de donner du sens à l'opération de réaménagement de la gare de Nantes. Ces opérations, c'est quoi? C'est par exemple la remise aux normes récente de la ligne entre Nantes et Châteaubriand, une opération qui a coûté 38 millions d'euros. Ce sont également les travaux qui ont concerné la ligne entre Nantes et Pornic, 24 millions d'euros. Ce sont également les travaux d'amélioration de la ligne entre Nantes, La Roche-sur-Yon, La Rochelle et bientôt Bordeaux. Ce sont également des travaux et des études importantes qui sont à hauteur de 12 millions d'euros qui sont actuellement mobilisés pour réétudier l'ensemble du fonctionnement du nœud ferroviaire de Nantes. Et puis ce sont également d'ores et déjà 12 millions d'euros qui sont mobilisés pour améliorer ce que l'on appelle ici l'axe magistral, c'est-à-dire l'axe Nantes-Angers-Sablé-sur-Sarthe, sur l'axe donc Nantes-Le Mans-Paris, de manière à améliorer les connexions entre la grande région parisienne et le Grand Ouest de la France. C'était notamment une des priorités affichées dans le contrat d'avenir qui a été signé en février 2019 entre l'État, le Conseil régional et les autres collectivités. Donc, beaucoup d'investissements ferroviaires actuellement dans la région Pays de la Loire, mais pas seulement. Et le travail réalisé sur la gare de Nantes était évidemment un maillon important de ces très nombreux chantiers ferroviaires qui visent tous évidemment à améliorer le quotidien de nos concitoyens qui utilisent le train, qui utilisent de manière générale les transports en commun. Je vous remercie Didier Martin. Peut-être un dernier mot sur la loi d'orientation mobilité qui, dans un cadre plus large, concerne l'investissement de l'État sur tout le territoire français, hors Île-de-France. On est bien dans la désaturation du réseau de transport et la gare de Nantes fait figure dans cet objectif-là, en tout cas fait partie de cette stratégie de désaturation, c'est bien cela? Voilà, absolument. La loi d'orientation des mobilités de 2019 a fait de l'amélioration des grands nœuds ferroviaires, de leur désaturation une priorité. Et la gare de Nantes faisait partie de la liste des grandes gares françaises qu'il fallait rénover. Ce sont plus de 2 milliards d'euros qui sont mobilisés sur cet enjeu. Et le plan de relance qui est actuellement lancé pour permettre à notre pays de sortir le plus rapidement possible des impacts économiques et sociaux de la crise sanitaire fait également des sujets ferroviaires une priorité, avec des montants également importants qui sont mobilisés pour que le secteur ferroviaire participe également à la relance de notre économie. Je vous remercie Didier Martin. Philippe Grosvalet, je reviens à vous. J'espère que ce problème de son... Oh non, je ne reviens pas à vous tout de suite, en tout cas. Nous avons un petit problème également avec Christelle Morancet, je crois, sur le plan technique. Je vous propose que nous prenions peut-être quelques questions qui ont dû être posées sur le chat. En tout cas, je vais voir cela. Pour l'instant, a priori, non. Les journalistes qui le souhaitent peuvent poser d'ores et déjà leurs questions sur le chat. Johanna Roland, je reviens. Alors, première question. Donc, depuis l'abandon, question de Mobilité Magazine, Hubert Helot, depuis l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, Nantes, la région, ont demandé l'amélioration de la desserte ferroviaire de Nantes
En quoi la nouvelle gare devrait servir une amélioration de la desserte ferroviaire, notamment le temps de parcours entre Nantes et Paris? Alors, peut-être que cette question, je peux l'adresser à Marlène Dolvec, puisqu'elle n'a pas été, libellée. En tout cas, la destination de cette question n'est pas précisée. Marlène Dolvec. Bien, écoutez, moi, pour le coup, peut-être au préfet, je suis la représentante de SNCF Gare et Ouais. Connexion. Dans les gares, c'est l'inter, c'est pour tous les transporteurs ferroviaires, et du coup, je pourrais pas prendre la parole pour répondre à cette question. Peut-être Monsieur le préfet. Et Didier Martin, sur cette première question. Alors, nous ne vous entendons pas, je crois. Oui, j'ai évoqué le sujet lors de mon intervention il y a quelques minutes. Le travail réalisé sur la gare de Nantes participe évidemment d'un ensemble d'opérations ferroviaires qui à une échelle beaucoup plus large, y compris l'amélioration de la desserte entre Nantes et la région parisienne, avec, je l'évoquais, des études déjà réalisées, parfois des travaux, notamment entre Nantes et Sablé-sur-Sarthe, de manière à améliorer dans la durée les temps de connexion entre la plaque parisienne et la plaque nantaise. Merci Didier Martin. Alors, une question de Télé-Nantes, la répartition du financement du projet. Alors, peut-être plutôt que de donner la parole à l'un ou l'une des intervenantes pour préciser ça, cette répartition est précisée dans le dossier de presse. Vous aurez cette réponse précise à cette question, si vous me le permettez. Une question ou une réaction de Hubert Helot, Mobilité Magazine, 132 millions d'euros, c'est une gare chère ou pas chère? Alors, 132 millions d'euros, je le rappelais au début, ça inclut aussi les aménagements du parvis nord, du parvis sud, du pôle d'échange multimodal et du projet cœur de gare. Peut-être Marlène Dolvec, une réaction par rapport à cette question qui n'en est pas vraiment une. 132 millions d'euros, avez-vous des chiffres de référence? En tout cas, est-ce que cela vous en tant que maître d'ouvrage, et peut-être plus sur le volet gare mezzanine, 58 millions d'euros, hein, c'est ce dont nous parlons. Alors, cher ou pas cher? Là, 132 millions d'euros, c'est pour l'ensemble de l'aménagement, hein, avec les parvis nord et sud. Donc, c'est la globalité. Cher ou pas cher, c'est difficile, c'est évidemment difficile de répondre, hein. Ça dépend avec quoi on pourrait comparer. Cette gare est exceptionnelle et remarquable, hein. Donc, elle est au juste prix, et de toute façon, SNCF Gare et Connexion fait en sorte que tous les projets soient calculés au juste prix. On est très rigoureux, hein, sur les sujets de finance. Donc, pour moi, elle est au prix. Merci Marlène Dolvec. Alors, question de Frédéric Brenon de 20 minutes. Pouvez-vous préciser quels sont les travaux restants à achever sur cette gare? Je pense au parvis sud en particulier. Marlène Dolvec, toujours? Je pense que pour le parvis, je peux peut-être donner la parole à la ville. Alors, ceci étant dit, cet élément figure aussi dans la presse, hein. Il y a un planning qui précise les opérations année par année. Mais Johanna Roland, souhaitez-vous réagir à cette question? Renvoyons-nous vers le dossier de presse. Non, peut-être deux éléments d'ailleurs dans cette question et la précédente. Parce que je crois qu'une des particularités de ce projet de gare, et il me semble que ce n'est pas le cas dans tous les projets qui existent aujourd'hui dans notre pays, ça vient d'être rappelé, c'est que c'est un projet de gare et d'espace public. C'est vraiment une des singularités de ce projet, c'est qu'ensemble, nous avons fait le choix d'investir dans un outil moderne, une gare du XXIe siècle, mais de penser aussi
les espaces publics afférents. Et ça, c'est très important. C'est ce qui donne la garantie aux habitants que cette gare, elle est bien inscrite dans la ville, qu'elle est bien inscrite dans le département, qu'elle est bien inscrite dans la région. Et les financements des uns et des autres, ils sont aussi à cette aune-là. Et je le dis d'autant plus, vous le savez, que la métropole a particulièrement contribué au financement de la partie des espaces publics. Ensuite, sur la sortie sud, la sortie nord, pardon, il y a effectivement pour nous deux enjeux. L'idée, si je la résume, c'est qu'un voyageur qui arrive, il se dira demain, quand je sors au sud, je sors vue jardin, et quand je sors au nord, je sors avec vue sur l'eau, puisqu'il y a là toute la question du lien avec le projet futur autour du canal Saint-Félix qui se joue. Donc, il reste deux parties dans les aménagements sur le sud. Il y a une partie structure en tant que telle qui là dépend plutôt de la gare, notamment la question brasserie, etc., ce qui va venir compléter, y compris l'offre commerciale, ça a été rappelé, qui est proposée. Puis ensuite, il y aura une partie espace public qui fera la jonction entre la sortie sud et le canal Saint-Félix. Merci, merci Johanna Roland. Philippe Grosvalet, les problèmes techniques sont résolus, vous êtes à nouveau parmi nous. Je le disais tout à l'heure que vous êtes résident de Saint-Nazaire et que vous faites le trajet régulièrement pour rejoindre la gare de Nantes. Gare de Nantes que vous allez pouvoir emprunter dès demain. Et j'imagine que les choses vont beaucoup changer pour vous, peut-être pas demain, c'est vous qui allez nous le dire, mais en tout cas, vous êtes un des premiers concernés parmi les autres voyageurs par cette belle gare. Et vous dites d'ailleurs que c'est la porte d'entrée vers tout un territoire, c'est cela ? Oui, mais comme je respecte le confinement, je suis venu exceptionnellement aujourd'hui à Nantes. J'ai hâte, en voyant ces belles images, d'arriver dans la gare de Nantes. Oui, effectivement, je suis ce qu'évoquait tout à l'heure Johanna Roland, un des usagers du quotidien. Et cette gare est effectivement, bien sûr, ouverte sur le monde. Elle est ouverte à tous les citoyens du monde. Et on les invite à venir voir notre belle ville et notre beau département. Mais elle est aussi un lieu d'échange pour tous les habitants de Loire-Atlantique, qu'ils habitent à l'extérieur de la métropole et qu'ils viennent y travailler tous les jours, ou bien l'inverse, puisque c'est aussi peut-être moins connu, mais beaucoup d'habitants de la métropole vont travailler aussi sur les territoires alentours. Donc c'est véritablement un lieu d'échange. Cette gare est aussi participe et le cœur du réseau des gares de Loire-Atlantique, toutes ces gares auxquelles nous avons contribué. Et puis, c'est aussi, je pense, une invitation pour nos concitoyens à utiliser ce mode de transport qui est non pas un mode du passé, mais un mode d'avenir, parce qu'il est respectueux de la nature, il est sûr et il est efficace, y compris sur le plan financier et énergétique. Donc c'est évidemment un événement important pour l'ensemble du territoire de Loire-Atlantique, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons contribué à son financement. Alors, vous insistez souvent sur le fait qu'au-delà de cette gare, et si on prend un peu de recul, au-delà donc le transport extra-urbain, les gestionnaires de transport doivent se coordonner pour placer l'usager. On en a parlé, là on a parlé du voyageur, mais si on prend un peu de recul, l'usager au cœur de la stratégie des gestionnaires de transport. Comment y parvenir? Comment parvenir à placer cet usager au cœur qui parfois rencontre des problèmes pour accéder dans une logique de parcours continu à une gamme tarifaire identique, à des services qui lui sont aisés, faciles, dans un objectif aussi d'intermodalité. Comment y parvenir, Philippe Grosvalet? Est une des questions très importantes dans la vie quotidienne de nos concitoyens. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes il y a de ça quelques mois. C'était aussi une revendication à pouvoir se déplacer librement, mais aussi à un faible coût. Et donc, l'usager doit véritablement être au cœur de nos préoccupations. Pour cela, il faut que nous sachions gommer toutes les frontières administratives, territoriales, pour nous concentrer essentiellement, uniquement, sur le besoin de nos concitoyens, de cette mobilité nécessaire à tous les usages, bien sûr, pour aller au travail, mais pour se divertir, pour se soigner, pour se cultiver. Bref, la mobilité aujourd'hui est aussi un outil d'épanouissement. Il faut donc que toutes les intermodalités dont on a beaucoup parlé fonctionnent ensemble.
Bien sûr qu'il faut que les transports publics, ferroviaires ou sur la route, nos routes départementales, les modes doux de déplacement, comme par exemple les itinéraires cyclables, concordent et soient cohérents les uns avec les autres. Et c'est ce qui fera justement que l'usager sera au cœur et au centre de nos préoccupations. Alors, je ne sais pas si on vous a entendu la fin de votre intervention. Moi, je ne l'ai pas entendu, mais j'espère que le public, lui, l'a entendu. Donc là, si on parle effectivement de placer l'usager au cœur, on parle bien aussi, dans une acceptation de développement durable, de passer de logique individuelle à des modes de transport collectif, et au premier lieu desquels le train. Que préconisez-vous pour que cette logique de bascule entre l'individu seul dans sa voiture passe et se concrétise dans une acceptation plus collective et plus vertueuse en termes de développement durable? Il faut, je disais, que l'usager puisse disposer de tous les moyens, mais pour cela, il faut que nos organisations, notamment nos collectivités locales, nous mettions tout en œuvre pour favoriser cela. Par exemple, aujourd'hui, il faut concevoir des parkings en dehors des limites de la métropole. Nous en avons souvent parlé pour que ces grandes aires puissent être justement des lieux où convergent les modes doux, les modes en autocar, que nous pouvons aussi nous favoriser en mettant des voies dédiées pour les transports publics, par exemple. Il est temps, je pense, que nos grandes collectivités, avec bien sûr l'État, nous nous mettions autour de la table. Je plaide pour une conférence des mobilités pour que nous puissions mettre en œuvre toutes ces questions. En son temps, j'avais proposé, par exemple, un titre unique, un tarif, non pas un tarif unique, mais un billet unique, parce que cela permettrait, comme cela a déjà été fait sur certains itinéraires, avec un seul titre de transport, de pouvoir justement choisir en fonction du mode de transport, mais en fonction de ses usages, en fonction de son lieu d'habitation. Je pense qu'il y a des choses à inventer, qu'il est urgent maintenant de le faire, parce que pour les mettre en œuvre, il faut du temps. Et donc, nous avons, je crois, des perspectives devant nous, et nous pourrons offrir, je pense, des modes à la fois de transport, mais aussi d'usage des transports, qui soient justement tournés d'abord et avant tout vers les usages et les usagers. Faciliter les déplacements de l'usager, collaborer, peut-être une conférence à venir, en tout cas celle que vous appelez de vos voeux. Je vous propose de prendre une question, celle de Stéphanie Lambert du Ouest France. Alors, quels services précisément sont proposés aux voyageurs? Mobilier connecté, temps de transport en temps réel. Pouvez-vous préciser concrètement quels sont ces services, s'il vous plaît? Je me tourne vers Marlène Dolvec. Vous en avez cité une partie tout à l'heure. Le dossier de presse, là encore, les listes de façon très très précise. Mais si toutefois ces services, Marlène Dolvec, donc la philosophie de ces services est peut-être mettre en perspective avec les nouveaux enjeux d'accueil des voyageurs en gare, peut-être précisément sur cette gare de Nantes, quels sont les services qui leur sont proposés aujourd'hui qui n'étaient pas là auparavant, et dans cette bascule, dans cette amélioration considérable de l'accueil des voyageurs, quels sont les services qui sont proposés aux voyageurs aujourd'hui et qui amènent une amélioration substantielle de l'accueil. Et si toutefois cette question qui amène des réponses précises, eh bien nous avons aussi le dossier de presse, je pense, le précise de façon très très exacte. Alors tout à l'heure vous avez évoqué quand même que cette gare, vous avez précisé l'édifice, on y était, nous y basculions. Vous avez parlé de mobilier connecté. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour l'accueil d'un voyageur en gare, et qu'est-ce qui va permettre demain qu'il se sente mieux, plus à l'aise, peut-être plus sécurisé? Marlène Dolvec. Oui, écoutez, je crois que tout à l'heure je parlais du mobilier, donc c'est effectivement un mobilier neuf, très connecté dans une réelle modernité, confortable. Avec des espaces chaleureux, des prises électriques pour se connecter. C'est assez classique aujourd'hui, mais c'est bien de le dire. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y aura évidemment la Wi-Fi,
hein, comme dans l'ensemble aujourd'hui de nos gares françaises. Ce qui, à mon avis, est très très marquant sur cette gare, c'est le grand écran les grands écrans de signalétique, hein, qui ont été prévus. C'est un écran d'information qui est tout à fait moderne, hein, dans les derniers standards de ce qu'on est en capacité de faire. Bon, après, vous avez cité les ascenseurs, hein, qui étaient là aussi pour les personnes à mobilité réduite, tout à fait aux dernières normes. Ouais, je crois que je Oui. pense qu'il y a aussi les espaces d'attente, hein. Alors c'est vrai que moi je suis un peu, je suis à Paris, je suis mal à l'aise parce que j'ai Ok. malheureusement pas la chance d'être venue la voir, la gare de Nantes, donc il me tarde d'être avec vous à Nantes pour qu'on puisse la visiter. Madame la maire, qu'on puisse y aller ensemble et avec l'ensemble des personnes qui sont là aujourd'hui. Mais voilà, de ce qui m'a été raconté par mes équipes et des premières visites que j'avais fait j'avais fait une rapide visite de chantier, c'est ce que je pourrais peut-être signifier de majeur. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, les 16 commerces, hein, qui seront dans la gare, et cette table un peu moderne et innovante, hein, où les Nantais et les voyageurs pourront se restaurer. Merci. Merci Marlène Dolvec. J'ai un petit décalage avec le son, mais je pense que le public a entendu l'essentiel de votre réponse. Peut-être une question plus technique pour vous, Franck Becherel. Vous avez parlé des qualités, donc c'est une question de Jean-Philippe Defaille, je crois, du Moniteur, qui n'a pas précisé son média d'appartenance, mais je crois que c'est cela. Donc Monsieur Becherel a parlé des qualités environnementales de la nouvelle gare, notamment concernant le choix des matériaux. Peut-il préciser ce dernier point? Est-ce que les qualités environnementales de la gare se portent principalement ou portent notamment sur le choix des matériaux? Franck Becherel. Les aspects environnementaux que nous avons mis en œuvre portent plutôt sur, je dirais, sur des aspects de gestion de chantier, gestion des flux, traitement des déchets, comme j'ai pu le dire. Les matériaux sont des matériaux, on va dire, traditionnels dans nos métiers pour ce type d'ouvrage. Donc c'est plus sur les flux logistiques et la gestion, je dirais, des déchets que nous sommes fortement impliqués. Peut-être une autre question, merci Monsieur Becherel de Télé Nantes. Alors pourquoi avoir conservé le passage souterrain qui permettra un accès plus rapide au quai que la mezzanine? Alors c'est une question qui est plus sur les flux de voyageurs, mais si cette... C'est peut-être une réponse une question qui s'adresse à Gare et Connexion, donc je pense sur le trafic des flux voyageurs. Ok. Merci Monsieur Becherel. Marlène Dolvec, sur la réponse à cette question, pourquoi avoir conservé le passage souterrain qui permet un accès plus rapide au quai de la mezzanine, au quai que la mezzanine? On a tous les projets de gare sont faits avec des études de flux qui nous permettent de choisir, hein, quels sont les cheminements de voyageurs les meilleurs, hein, dans chacune de nos gares. Alors, on a pour ça une agence spécialisée, un AREP, qui est en charge de donner le conseil, l'ingénierie qui permet de décider, et c'est comme ça que nous avons choisi le cheminement des voyageurs en gare de Nantes. Merci Marlène Dolvec. Alors, une question de Laurence Launay, Virgin Radio. Pouvez-vous parler des parkings de voitures autour de la gare? Rappeler le nombre de places, le nombre de parkings, les parkings arrêt minute. Question signée effectivement de Laurence Launay de Virgin Radio. Alors là aussi, cette réponse figure dans le dossier de presse, mais je vais me tourner vers Johanna Roland.
pour peut-être répondre à cette question de l'accessibilité via les stationnements automobiles. Merci. Effectivement, il y a eu un gros travail fait par l'ensemble des partenaires au titre justement de la multimodalité. Ça veut dire qu'on doit pouvoir venir se garer à la gare en voiture, mais aussi en vélo. Quelques chiffres peut-être côté voiture, mais aussi deux roues, moto, scooter. C'est indiqué dans le dossier de presse. Il y a 2105 places de stationnement, pour être précise, dont 1900 en place longue durée, et puis évidemment quelques places dépose minutes. Ça, c'est le premier élément de réponse sur la question service automobile. Il faut ajouter à ça, pour être complet, évidemment, la question de la station de taxi. C'est à peu près une 60aine de places. Je le dis d'autant que ça avait fait l'objet d'un certain nombre de discussions préalables, là aussi pour trouver la meilleure organisation, auquel il faut ajouter 200 places de parking pour les loueurs de voitures, ce qui était évidemment un élément concret important. Et puis enfin, on a une station de parking en autopartage. Okay. J'en profite peut-être pour donner les éléments sur les vélos, puisqu'il y a vraiment les deux dimensions qui ont été pensées. Il y a 676 places qui ont été pensées pour les vélos. Il y avait eu des demandes spécifiques concernant les places pour ce qu'on appelle les vélos cargo. Vous savez, ces vélos qui permettent de transporter plus globalement. Donc, c'est un point qui a été retenu. Il avait aussi été demandé dans la concertation le fait qu'il puisse y avoir un service de gonflage et de petite réparation. C'est quelque chose qui peut paraître un détail, mais dans le quotidien de celles et ceux qui utilisent leur vélo, c'est un élément important. Et à cela, on peut ajouter les 40 bornes Biclou Plus. Et puis, à proximité plus immédiate, il y a à peu près 200 places dites abritées et 90, presque 86 pour être précise, places dites sécurisées dans le parking FIA Gare Château. Quand vous allez arriver devant la gare, aujourd'hui, on commence à voir le lieu où sera le parking vélo qui aura, je le rappelle, une dimension végétalisée. C'était effectivement très important pour nous collectivement de passer un cap clairement supplémentaire sur ce sujet. Merci Joanna Roland pour cette question et cette rapide et très complète réponse au-delà du stationnement véhicule. Je reviens au chat, peut-être une question d'Hubert Hello, de Mobilité Magazine à nouveau. La confirmation d'un chiffre par Monsieur Becherel, 93% des déchets de chantier réutilisés sont-ils recyclés? S'agit-il de recyclage? Franck Becherel, pouvez-vous répondre à cette question de 93% des déchets, que je crois que vous avez parlé de valorisation. Monsieur Becherel, si, vous êtes toujours là. C'est heureux. Alors. Monsieur Becherel, par contre, je crois que le son a été... Je suis revenu. Donc oui, je vous confirme le chiffre de 96% de matériaux recyclés issus du chantier. Merci Monsieur Becherel. Alors, nous sommes désappointés puisque Christelle Morancet vient de nous confirmer qu'elle ne pourra pas être présente à cette visioconférence malgré les problèmes techniques qu'elle a rencontrés. Elle s'en excuse, elle est désolée de cela, bien entendu. Donc, Christelle Morancet s'excuse auprès de vous pour ces problèmes techniques, mais nous la comprenons aisément. Nous sommes sur une première et tout n'est pas rodé comme nous le souhaiterions. Nous nous adaptons. Merci à elle et merci surtout à vous pour votre compréhension. Je regarde le chat s'il y a une dernière question. Alors, une question à nouveau de Jean-Philippe Defaille du groupe Le Moniteur. Ce projet a la particularité d'avoir été conçu non par l'AREP, comme toutes les autres gares comme celle de Rennes, mais par deux agences d'architecture. Pouvez-vous nous rappeler l'origine de ce choix et nous dire si cette première est appelée à se reproduire pour les autres gares à venir? Je modère cette question. Donc, pourquoi le choix des deux architectes alors qu'effectivement, habituellement, l'AREP, filiale de SNCF, si je ne m'abuse, prend en charge les projets d'architecture. Peut-être un élément de réponse de SNCF Gare et Connexion sur ce point, Marlène Dolvec?
Oui, effectivement, AREP est une filiale de SNCF Gare et Connexion, agence pluridisciplinaire d'architecture. Mais bien sûr, nous sommes une entreprise publique et avec les collectivités, nous avons fait un appel d'offres. Il y a eu un jury avec les collectivités et le choix a été fait de manière unanime pour l'architecte qui a été choisi et pour la gare de Nantes. Donc voilà, c'est une procédure d'appel d'offres assez classique en réalité. Oui, Johanna Roland en parlait tout à l'heure, hein, c'est un choix à l'unanimité, un choix qui a séduit tout le monde au terme d'une procédure classique. Une question avait été également posée par Julien Sureau d'actu.fr, mais je pense que Johanna Roland y a répondu. Le stationnement des vélos a été évoqué. Peut-on avoir des précisions sur les aménagements réalisés pour accéder au quai avec son vélo, des rampes plutôt que des escaliers? Alors, des rampes plutôt que des escaliers pour accéder au quai à vélo. Cette question, Marlène Dolvec. On va peut-être demander à ceux qui ont fait les travaux, ils seront plutôt à même de nous dire si on a fait des rampes ou je vous laisse la main parce qu'honnêtement, je ne sais pas. Ça marche. Franck Becherel, peut-on répondre à cette question? Des rampes des rampes pour accéder au quai pour les vélos? Oui, en fait, il a été mentionné qu'il s'agissait d'un appel d'offres, je dirais, de type concepteur-constructeur, et dans le programme effectivement qui nous était proposé, ce n'était pas, je dirais, un critère qui avait été retenu. Donc, on vous a proposé, je dirais, le projet désormais qui vous est livré. Merci. Merci Franck Becherel. Donc cette question, je pense, pourra appeler une réponse ultérieurement par les services techniques sur cette question très précise. Alors, semble-t-il, toutes les questions du chat ont été traitées. Eh bien, écoutez, je vous propose, puisqu'il est 16h11, que chacun puisse nous livrer un dernier mot pour clôturer cette conférence de presse, sachant qu'à partir de 16h15, comme je le disais, les journalistes peuvent contacter en direct les attachés de presse dont les numéros de portable figurent sur l'invitation presse qui leur a été remise. Un dernier mot, je commence par le préfet de la région des Pays de la Loire, Didier Martin. Un dernier mot pour conclure cette conférence de presse, quelque chose que vous auriez aimé rajouter? Non, moi je voudrais de nouveau dire bravo à toutes les équipes qui se sont mobilisées pour cette réalisation qui va améliorer la vie quotidienne de nombreux de nos concitoyens, tous ceux qui utilisent, et ils sont nombreux, les transports collectifs. Merci, bravo et merci à tous. Merci Didier Martin. Oui, Johanna Roland, un mot pour conclure cette visioconférence? Peut-être juste un mot pour dire que nous avions rêvé une gare singulière, une gare de qualité, une gare moderne, nous l'avons, et que dans ce rêve de départ, il y avait l'idée que le Jardin des Plantes devienne en quelque sorte un gigantesque hall d'attente à ciel ouvert. Moi, je crois que la meilleure preuve du succès d'un projet, c'est quand les habitants s'en emparent et que concrètement, dans la vraie vie, si vous me permettez cette expression, ça marche. Eh bien, moi, quand je passe devant la gare et que je vois des habitants, des voyageurs avec leurs valises, un livre à la main, assis sur les bancs devant le Jardin des Plantes, je me dis, eh bien oui, ils l'ont adopté, oui, ça a marché. Donc vraiment, bravo à toutes les équipes qui ont mis beaucoup d'énergie dans la réalisation de ce projet. Merci Johanna Roland. Philippe Grosvalet, donc tout à l'heure vous évoquiez votre attachement au mode de transport et au trajet que vous faites en train régulièrement. Un mot pour conclure, si l'on prend un petit peu de recul par rapport à ce qui a été dit, est-ce que vous retenez de ces échanges? Écoutez, moi simplement, j'ai hâte de cheminer dans cette gare, comme je le fais tous les jours, qu'elle soit bondée, que les gens s'y sentent bien, qu'ils soient facilités dans leurs usages quotidiens. Pourquoi? Parce que cela signifiera tout simplement
que nous serons débarrassés de ce vilain virus et que la vie reprendra tous ses droits et que cette gare remplira toutes ses fonctions d'usage dans un cadre beau qui nous fera à la fois rêver parce que on la prend pour avant d'aller au travail et juste en sortant du travail et pour constater tous les jours sur le visage des utilisateurs eh bien ces sourires que je verrai conforteront mon bonheur d'avoir participé et contribué à cette gare qui est dans toutes les grandes villes du monde. Les gares font rêver et nous aurons ici une magnifique gare pour rayonner dans le monde. Merci. Merci à tous. Merci Philippe Grosvalet. Franck Becherel, les gares font rêver. Vous, ce projet vous a-t-il fait rêver? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience qui a duré, ce chantier qui a duré 3 ans, mais finalement, c'est 5 années de travail derrière vous? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Je dirais en une phrase, vous l'avez imaginé, vous l'avez rêvé, vous l'avez souhaité, et on l'a fait, et nous en sommes très fiers. Et je voudrais vraiment remercier l'ensemble des acteurs publics qui ont soutenu notre projet et qui nous ont accompagnés tout au long de cette réalisation, tout en y associant nos compagnons qui ont été à pied d'œuvre pendant ces 5 années pour vous livrer ce bel ouvrage. Encore une fois, merci à vous tous. Merci Franck Becherel. Marlène Dolvec, directrice générale de SNCF Gare et Connexions, le maître d'ouvrage qui a coordonné, piloté ce projet partenarial et qui est à l'initiative aujourd'hui de cette visioconférence. Qu'avez-vous envie de dire peut-être aux Nantais depuis votre siège aujourd'hui? Cette gare, demain, elle ouvre. Vous allez certainement la voir très très prochainement et vous allez l'utiliser. Qu'avez-vous envie de dire aux Nantais aujourd'hui et plus largement aux journalistes qui sont présents pour conclure cette visioconférence? Écoutez, déjà, j'ai envie de dire merci à tous pour cette gare pratique, efficace, moderne et remarquable. J'ai également envie de dire qu'il me tarde de voir des gens à l'intérieur de cette gare, des voyageurs et des Nantais post-Covid, post-confinement. Et puis, j'ai envie de dire aux Nantais et à Madame le maire et à l'ensemble de ceux qui sont là que je serais ravie de venir m'asseoir sur les bancs du Jardin des Plantes pour admirer avec vous cet édifice, ce nouvel édifice nantais au service de la collectivité, au service de l'intérêt général et au service de nos voyageurs. Merci à toutes et à tous. Merci Marlène Dolvec. Effectivement, cette gare, c'est comme le disait Rudy Ricciotti, un point de vue, une nouvelle image sur la ville quand on se trouve perché à près de 18 mètres de hauteur. C'est aussi une magnifique vue sur cette gare depuis le Jardin des Plantes, que l'on circule ou que l'on soit assis sur un banc public. Encore une fois, Christelle Morancet s'excuse, mais désolée véritablement de ne pas avoir pu participer comme elle l'aurait souhaité à cette visioconférence en raison de problèmes techniques. Bien entendu, nous comprenons cela très très aisément. Rien n'est facile. Le contexte nous a conduit à organiser cette visioconférence et nous aurions souhaité autre chose. Mais somme toute, nous y sommes parvenus avec quelques désagréments et nous vous prions de nous en excuser. Je rappelle aux journalistes qu'ils peuvent contacter dès à présent les attachés de presse pour des entretiens individuels. C'est maintenant qu'il vous est possible de les appeler pour vous coordonner dans les minutes qui viennent. Je précise enfin que cette webconférence a été enregistrée et que le lien pourra vous être envoyé sur demande. Je tiens encore une nouvelle fois à remercier tous les participants, tous les intervenants à cette visioconférence. En dépit des quelques problèmes techniques que nous avons rencontrés, nous y sommes arrivés. Et je vous invite maintenant à téléphoner aux attachés de presse pour prendre contact avec les intervenants ici présents. Merci à vous pour votre présence et portez-vous bien. À bientôt. Au revoir Philippe Grosvalet, Didier Martin, Johanna Roland, Marlène Dolvec, Franck Becherel. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.